Merci de nous rejoindre sur le duel que nous vous présentons depuis le studio François-Xavier en ligne. Nous montrons deux sujets au cœur du débat ce dimanche. L'évolution du dossier Boko Omeki, l'avocat de l'homme d'affaires Olivier Boko a confié que les droits de la défense ont été jusque-là respectés. On reviendra là-dessus. Et le deuxième thème qui a toujours rapport à cette situation se demande si avec ces agitations de fin de mandat, les suscitations de candidature, il faudrait bien s'en abstenir. Pour les échanges, deux invités comme d'habitude. À ma gauche, Monsieur Théophile Agbonfou, il est le deuxième vice-président du parti Nouvelle Force Nationale. Bonjour Monsieur Agbonfou. Bonjour Madame Angèle. Je suis très ravi d'être là. C'est la première fois pour moi de venir dans votre studio et je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs. Merci à vous, à votre parti d'honorer donc ce rendez-vous à ma droite et en face de vous, Monsieur Agbonfou, Augustin Sodinou, qui est lui membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Monsieur Sodinou, bonjour. Bonjour Madame Toboula, bonjour les téléspectateurs de ETélé, c'est un plaisir. Plaisir renouvelé puisque vous aussi vous répondez toujours présent à la sollicitation chaque fois que vous avez l'occasion d'être là. Alors je viens de vous présenter les deux sujets. Je veux bien commencer par vous, Monsieur Agbonfou, puisque c'est la première fois que vous venez dans le local. Je vous donne le privilège d'opiner en premier. Alors vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé du côté de la Criette ce 1er octobre 2024 concernant la présentation des mises en cause dans l'affaire tentative de coup d'État. Alors, de la sortie de ces audiences, l'un des avocats de M. Boko a confié que pour l'heure, eh bien, les droits de la défense n'ont pas été brimés. On peut au moins s'en réjouir. Oui, nous avons suivi comme tout citoyen béninois ce que je me permets de qualifier de scène qui nous a surpris tous. Et au niveau de notre parti, la Nouvelle Force Nationale, nous nous sommes abstenus, nous nous sommes dit il faut vraiment qu'on analyse en profondeur cette situation pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas aller vite en besogne comme on le dit, parce que c'est comme une nouvelle scène. En fait, c'est comme du déjà vu, j'allais dire, parce que qu'il vous souvienne qu'en 2012, nous avons vécu une scène pareille. Et de notre position, en ce temps, nous avons estimé que, vu le contexte, ce serait un canular. Un canular dans la mesure où il y a une volonté. En ce temps, il y a une volonté de confisquer le pouvoir, de détruire toute personne, tout challenger capable de se présenter. Et nous avons soutenu en ce temps l'homme d'affaires Patrice Talon, qui était accusé. Donc, pour cette fois-ci, avec la maturité, nous nous sommes dit, il vaut mieux garder d'abord le silence jusqu'à ce que nous ayons un peu plus d'informations pour opiner sur la situation. Et je crois que votre question m'amène à rester collé à ce que les avocats ont dit. Si les avocats des mises en cause ont estimé que jusque-là, la justice n'a pas, comment dirais-je, la justice n'a pas violé les droits de leurs clients, nous allons attendre pour voir la suite. Voilà un peu notre position pour le moment. Cependant, nous avons notre analyse sur le plan politique et même sur le plan moral de cette situation. Peut-être qu'on y reviendra. Merci, je souhaite qu'on y revienne. Alors, pour l'heure, le NFN a senti à ce que les avocats ont dit, et même si dans une certaine mesure, vous parlez de canular, une scène, c'est ce que vous avez dit. Une scène, hein? Une scène, bien sûr. Une scène, mise en scène. Augustin Sodinou.
Je crois que les propos de Monsieur Agbofou. M. Agbofou sont purement des propos politiques. Alors que face à des situations aussi sérieuses, nous pouvons nous départir de la politique et prouver combien de fois nous pouvons être des acteurs politiques, mais être réellement des patriotes. Les mises en cause ne sont pas des citoyens lambda en République du Bénin. Et à ce que je sache, les mises en cause ne sont pas dans une position politique d'opposition vis-à-vis du président Patrice Talon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir des preuves suffisamment claires avant qu'on ne touche à quelqu'un qui est en odeur de sainteté, qui est dans la même mouvance. Mieux, le professionnalisme de nos magistrats, de nos juges, même si l'opposition, qui reste toujours dans des propos politiques, ne veut pas reconnaître, leur professionnalisme n'est plus à démontrer. Et pour un citoyen patriote, on fait confiance à la justice de son pays. La nature des relations qui lient les mises en cause au pouvoir de Cotonou, au régime du président Patrice Talon, est suffisamment édifiante en ce qu'il ne peut pas avoir une quelconque possibilité de mise en scène. Ceci étant, je m'appuie suffisamment sur les éléments contenus dans le point de presse du procureur de la République qui nous a décrit les circonstances dans lesquelles les interpellations ont eu lieu, parce que c'est une affaire de flagrant délit, car c'est au moment où on devrait, l'ex-ministre devrait transmettre les 1,5 milliard au commandant de la garde républicaine que les éléments de la brigade criminelle ont interpellé les deux. Il n'y a pas possibilité, il n'y a nulle place pour faire croire aux gens que c'est une mise en place et une mise en scène. Au contraire, nous devons être tous dans la compassion. Nous devons être tous dans la compassion vis-à-vis du chef de l'État, le président de la République. Car lorsque il y a une situation de ce genre et que les mises en cause se trouvent être des gens très proches de lui, vous pouvez imaginer dans quel état le président de la République peut se trouver. On peut bien faire la politique et être dans l'opposition, mais lorsque les institutions de la République veulent être touchées, nous devons nous départir de la politique et vraiment avec sérénité aborder ce sujet. Donc j'invite les uns et les autres à vraiment mettre de côté une histoire de scène et à voir de près les acteurs cités par la justice. Mieux, je m'appuie aussi sur le communiqué de mon parti politique, le parti l'Union progressiste, le Renouveau, qui a expliqué aux membres du parti et à l'ensemble des Béninois que l'ex-ministre des Sports, Oswald Romeki, qui a été cité dans cette malheureuse affaire, n'est pas une affaire de nature à refléter les valeurs que notre parti défend. Que notre parti défend. Non, ce n'est pas nos valeurs. Ce ne sont nullement nos idéaux. C'est un agissement qui ne reflète pas. Car le parti de l'Union progressiste, le Renouveau, travaille de façon inlassable sur le terrain
pour investir le terrain, pour vraiment faire le maillage nécessaire à ce qu'au rendez-vous de 2026, nous puissions gagner les élections haut les mains. Donc, on ne comprend pas si dans les pays limitrophes ou partout ailleurs dans le monde, quand il arrive des opérations de coup d'État, nous condamnons cela et qu'on ne puisse pas réagir automatiquement dès que le procureur de la République a fait des déclarations vraiment graves par rapport à la situation. D'accord. Alors, M. Abonfon, c'est à vous maintenant. Pourquoi vous parlez tout de suite de scène? Si les avocats des mises en scène eux-mêmes croient en la procédure qui, jusque-là, est respectée, pourquoi vous parlez en termes de... En fait, c'est l'incompréhension de votre vis-à-vis. Merci, madame. Merci, madame Toboula. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mon contradicteur et je suis surpris. Je suis surpris que la situation, en fait, ce problème soit déjà tranché et que du fait que le procureur ait fait une sortie suffit déjà pour condamner, pour dire que voilà, les faits sont établis et que nous devons avoir compassion. Non, à l'instant, l'affaire n'est pas tranchée, l'affaire est pendante. Pour le moment, les mises en cause ont été écoutées et mis sous mandat de dépôt en attendant la suite à donner au dossier. Voilà. Là où nous en sommes. Je voudrais vous dire... il bénéficie de la présomption d'innocence jusque-là. Merci. Je voudrais rappeler à mon contradicteur que jusqu'à l'heure où nous parlons, les mises en cause bénéficient encore de la présomption d'innocence. Et heureusement qu'on était parti d'atteinte de tentative de coup d'État, d'atteinte à la sûreté de l'État, et nous sommes venus maintenant au complot pour atteinte à la sûreté de l'État. Et blanchiment d'argent, ce que nous savons qui permet d'envoyer tous les opposants, tous les challengers en prison. En fait, il y a une liste d'infractions qui est préparée pour écarter tous ceux qui aspirent à challenger, à accéder au pouvoir. J'ai une question pour mon contradicteur. Tout à l'heure, il disait que, bon, voilà, les mises en cause ont été surpris en flagrant délit. Certainement que le peuple, à travers lui, sera beaucoup plus informé. Je voudrais savoir qui a informé la brigade, comment est-ce que la brigade a eu l'information pour se dépêcher sur les lieux, parce que nous sommes en train, jusque-là, d'observer. N'oublions pas quelque chose. Nous sommes de l'opposition. Les autres, ceux qui sont mis en cause actuellement, sont de la mouvance. C'est ça. Et le président de la République, l'institution que nous devons tous respecter, que nous respectons, parce que le président de la République, c'est une institution de la République, ce n'est pas un simple individu. Mais de la même manière, les mises en cause sont aussi des citoyens béninois. Et que nous pouvons penser à tout moment que leur droit peut être violé et qu'ils peuvent être victimes aussi. C'est pour ça que nous avons gardé une position orthogonale. C'est-à-dire, nous observons et nous analysons les faits pour pouvoir savoir réellement ce qui s'est passé. Vous voyez un peu? Parce que nous ne pouvons pas tout de suite dire, voilà, parce que le procureur même qui a parlé, sait du fond de son cœur qu'il y aura des enquêtes. Et c'est pour ça que l'affaire sera instruite. Et un juge d'instruction sera commis pour pouvoir conduire les enquêtes. Alors, avant l'instruction, pourquoi voulons-nous précipiter pour dire oui? Moi, en réalité, nous, au niveau de notre parti, nous ne pouvons pas juger de la moralité des deux personnes, parce que si je dis, et là, je vais faire de l'analyse, si je dis que monsieur Olivier Bokor, qui est l'ami, qui s'assemble se ressemble, qui est l'ami du président de la République, a pu comploter
L'ami du président de la République, l'ami dont on parle là, c'est le seul ami, si je ne me trompe, qui, sans portefeuille ministériel, sans être président d'institution, a une garde républicaine chez lui, selon les informations que nous avons. On peut toutefois nous dire que nous avons menti. Nous allons prendre sportivement, nous allons demander nos excuses sportivement, parce que ce que nous avons lu, c'est après son arrestation que la garde républicaine a été enlevée de son domicile. C'est pour vous dire la proximité. Et je voudrais vous dire, sur ce plateau, moi, j'étais membre de l'Union progressiste avant de quitter pour rejoindre la nouvelle force nationale. Je sais, et ils savent que je sais le poids que représente M. Olivier Bokor à côté du chef de l'État. Mais qu'on apprenne un matin que ce dernier, je ne veux pas le défendre, que ce dernier a pu comploter contre le chef de l'État au point de vouloir atteindre à la sécurité de l'État, vous allez nous permettre de rester quand même observateurs jusqu'à ce que des éléments beaucoup plus probants nous permettent d'y croire. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie une partie. Il paraît que depuis un moment, les deux ne s'entendent pas. Ça voudra dire quoi? Et ça, ce n'est pas un secret pour personne. Monsieur Olivier Bokor aurait pris des dispositions où, comment dire, il y a des jeunes qui seraient en train de susciter sa candidature, il y a des mouvements, et nous avons entendu, nous avons suivi des débats dans lesquels, des émissions, sinon des éléments dans lesquels le chef de l'État a montré clairement qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont M. Olivier Bokor est en train de procéder, et nous avons suivi la manière dont le ministre Oswald Romeki a quitté le gouvernement. Vous savez, quand ces choses-là se passent, quand on est dans ce contexte-là, on se demande à qui profite l'échec d'une tentative de coup d'État à l'heure actuelle. Ça profite à qui? Vous avez trouvé réponse à cette question? Nous sommes toujours en train de le chercher. C'est ce que je voudrais demander à mon vis-à-vis. Est-ce que la tentative échouée de coup d'État profite à ceux qui ont été mis en cause, ou ça profite à quelqu'un, je ne cite personne, à quelqu'un qui ne veut pas les voir parmi les candidats en 2026? Puisque quelqu'un a dit ouvertement qu'il ne veut pas les voir comme candidats en 2026. Nous n'accusons personne. C'est pour ça que nous, de notre position, nous disons, laissons la justice faire son travail. Nous avons confiance en la justice. La seule chose qui aujourd'hui nous paraît un peu bizarre et nous surprend, en 2012, quand il y avait eu l'affaire de tentative d'empoisonnement et tentative de coup d'État, nous avons vu comment la justice était du côté des faibles. Quand je parle des faibles, je parle du président Baptiste Talon, alors opérateur économique. Je parle de Johannes Dayon, de monsieur Johannes Dayon, excusez-moi, et puis aussi du commandant qui était impliqué. La justice, on a senti que la justice était vraiment du côté des faibles, parce que le principe de la justice, c'est d'abord la liberté. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout est fait et tout est cuit. C'est fini, on doit consommer. Non, tout le monde ne peut pas consommer. Il y a des gens comme nous qui avons décidé de vérifier, de contrôler, de s'assurer que c'est vrai avant de consommer. Et je vous rappelle que rien n'est fini puisque l'affaire est toujours en cours. Voilà. On connaîtra l'issue. Allez, monsieur Sodino, vous brûlez d'envie de répondre. Oui, je vous donne enfin la parole. Franchement, je brûle d'envie parce que j'entends une chose et au bout du rouleau, j'entends son contraire. Lorsque mon contradicteur dit, je veux bien que vous me rappelez son nom pour que je... Théophile Agbofou. Monsieur Agbofou, si vous Monsieur voulez, je vous l'écris. Agbofou, Oui. dire, nous faisons confiance à notre justice. Oui. Et que dans le même temps,
on répète ce que les gens répètent dans les rues et on dit c'est une mise en scène. La justice à laquelle vous déclarez faites confiance là n'a pas dit que ce qui s'est passé c'est une scène. La justice a bien qualifié les faits. Et nous, la justice ne peut pas priver les mises en cause de leur liberté, c'est-à-dire les mettre sous mandat de dépôt, si la justice n'a pas de preuves. Mieux, le rôle que M. Olivier Bokor, le rôle que M. Oswald Homeki ont joué aux côtés du chef de l'État pendant les campagnes présidentielles. Et par la suite, M. Homeki est devenu ministre. Et tout le monde sait, presque un fils au président de la République. Et lorsque je viens sur M. Bokor Olivier, certes, n'a pas de portefeuille ministériel, n'a pas une charge officielle que nous connaissons, mais nous, on l'aperçoit dans les délégations présidentielles. Et le chef de l'État n'a caché nulle part qu'il est un ami. Donc, allez voir qu'il soit sous le couvert d'une protection républicaine ne devrait pas vous étonner et ne peut même pas vous offusquer. Mais, lorsque vous posez la question de savoir l'échec de la tentative de coup d'État profite à qui? Je vous réponds sans embâche que cela profite au peuple béninois, profite à la démocratie béninoise. Car, si vous insinuez que ce qui se passe est un plan pour empêcher M. Bokor Olivier d'aller aux élections parce que sa candidature serait suscitée, je voudrais humblement vous dire, si vous faites de la politique au Bénin, vous devrez vous approprier les tests qui régissent les élections. On reviendra sur les suscitations. Parce que pour quelqu'un qui fait la politique au Bénin, il doit savoir que dans les conditions actuelles, avec les dispositions légales actuelles, avec le code électoral actuel, il n'y a pas à s'inquiéter si quelqu'un fait des agissements en dehors des partis politiques, en dehors de comment réunir les conditions qu'il faut remplir avant d'aller aux élections. Personne ne peut être inquiété, personne ne peut s'inquiéter de ce que X ou Y peut être candidat. Donc, jusqu'à l'heure où nous parlons, la candidature de M. Bokor Olivier ne peut pas du tout inquiéter le président de la République. Car, qu'il vous souvienne que nous avons opéré une réforme du système partisan, qui n'a pas été une initiative solitaire du président Patrice Talon. C'était un vœu de toute la classe politique. Qu'il vous souvienne qu'un code électoral est voté. Et ce code électoral a des dispositions qui, quand même, essayent de renforcer notre manière de participer aux élections présidentielles dans notre pays. Car on ne peut pas rester dans la même classe tout le temps. Quand vous êtes dans une classe, vous avancez. Vous passez à une classe supérieure. Aujourd'hui, la démocratie béninoise s'est fait renforcer par des réformes que nous avons opérées dans tous les secteurs. Et donc, si vous êtes, vous savez les dispositions électorales qui sont en cours, vous devez savoir qu'en réalité, les suscitations de candidature ne dérangent personne, mais il n'y a pas de chance à ce que seules les suscitations permettent à quelqu'un d'être candidat au Bénin. Ne défoncez pas le second sujet parce que là... Non, parce que j'ai cru comprendre qu'on veut insinuer que ce qui se passe, c'est exprès pour empêcher un candidat. Non, pas du tout. Voilà. Vous savez, merci Madame Toboula. Je voudrais qu'on se concentre sur le sujet. Nous avons une affaire devant la justice. Nous avons des personnes qui ont été mises en cause. Ce qu'il faut faire, et je crois que c'est la démarche de la justice, à l'heure où nous parlons, aucun élément ne justifie encore que ces personnes sont jugées et condamnées. Donc, les faits tels que relatés par le procureur ne sont pas encore prouvés. D'accord? On ne peut pas dire. Parce que quand on dit les gens ont été mis sous, comment dirais-je? Mandat de dépôt. Sur mandat de dépôt, ça ne veut pas dire qu'ils ont été jugés et condamnés. Ça ne veut pas dire que les faits sont déjà
avéré. Nous sommes dans l'analyse politique. Et c'est dans l'analyse politique que je me pose la question de savoir à qui profite, je n'ai pas dit le coup d'État, j'ai dit l'échec d'une tentative. Il faudrait que les mots MOTS soient bien utilisés pour vraiment résoudre les mots MAUX. Il a répondu que ça profite. Le problème, je lui ai posé une question tout à l'heure. Je lui ai posé une question tout à l'heure pour dire qui est celui-là qui a informé la brigade criminelle qu'il y a à l'heure où ils sont allés attraper le flagrant délit dans la maison du ministre, qui sont en train de transmettre de l'argent. C'est juste la curiosité. Il y a quelqu'un, il y a un acteur politique qui disait la recherche d'informations, le fait de chercher à savoir n'est pas encore une infraction au code pénal. Nous voulons savoir. Et parce que nous avons tellement de questions sans réponse, nous refusons. On n'a pas à vous dire qui les a informés. Non, nous refusons de criminaliser des mises en cause. En fait, de dire que les mises en cause ont déjà commis un crime et nous mettre dans une situation de compassion. Non, je voudrais vous rassurer. Que quand on analyse la situation du Bénin actuellement, aucun acteur politique n'oserait, en tout cas, aller sur ce terrain de coup d'État, de coup de force et autres. Et ce n'est pas ici, je ne me sens pas, ce n'est pas de cette manière-là, si on analyse les faits. Nous faisons confiance à la justice. Et jusque-là, au moment où nous parlons, la justice n'a pas encore réagi dans ce dossier. On est dans les préliminaires. C'est quand la justice, les magistrats vont se saisir de ce dossier, les avocats vont, au cours d'un procès, défendre leur client, et que de l'autre côté comme de l'autre, la vérité va s'installer, les discussions vont se faire, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé. Et devant la justice, et on n'a pas de position à prendre. Dans le respect du droit des mises en cause, voilà. Un peu comme ce qu'a dit l'avocat Maître Ayodele à l'issue de leur comparution devant le juge d'instruction. Voilà. On peut le dire. Voilà. Augustin Sogino, vous réagissez pour qu'on passe au second sujet, si c'est que vous avez réponse à sa préoccupation. Oui, j'ai réponse. Monsieur Abofou voudrait savoir comment est-ce que la brigade criminelle a eu l'information pour les interpeller. J'espère que les forces de l'ordre vont vous excuser. Ils vont vous excuser parce que cette manière de les prendre, c'est que le mieux, je crois que si vous étiez au Burkina Faso, ou bien il y a un pays là où ils font un peu de comédie maintenant là, quand vous parlez, vous êtes des intellectuels et que vous parlez dans le secteur de la sécurité là, on vous réquisitionne quoi et on vous envoie au front. Parce que les gens ont été formés pour ça. Vous voulez savoir, vous ne connaissez pas le nombre de braquages qui ont été déjoués dans ce pays. Vous ne savez pas beaucoup de choses qui se passent dans ce pays quand vous vous dormez tranquillement chez vous là, avec votre épouse là. Sachez que les forces de l'ordre, eux, ne dorment pas. Ils sont en circulation. S'il vous plaît, respectons le travail que les gens font. Et je suis heureux de vous entendre dire que vous faites confiance à notre justice. À partir du moment où vous faites confiance à notre justice, je crois qu'on s'entend que vous, au moins, et avec nos téléspectateurs, que personne ne va plus dire que ce qui se passe là, c'est une scène ou une mise en scène. Parce que la justice à laquelle vous faites confiance n'a pas dit que c'est une scène. Donc, si vous faites confiance à la justice, s'il vous plaît, je sais que c'est la politique. C'est pourquoi j'ai dit dans mes premiers mots que vous avez des propos politiques. Alors que nous sommes dans une affaire vraiment grave et sensible. Et même, j'ai présenté les acteurs pour dire on ne peut pas s'amuser avec des acteurs de ce niveau. Mais ceci étant, je voudrais insister sur le fait que lorsque des gens qui sont des amis, et ça aussi je fais de l'analyse, qui visiblement veulent forcer. Parce que veulent forcer, puisque vous êtes d'une mouvance, vous devez observer une discipline. Surtout quand le patron de la mouvance dit « ça là, je ne veux pas ». Vous êtes libre de vos actes.
mais vous êtes aussi responsable, tout au moins. D'accord? Et lorsque vous êtes de la mouvance, et que vous êtes même ceux-là qui sont des promoteurs de la réforme du système partisan, et c'est ce qui a fait partie l'ex-ministre Oswald Omeki. Plusieurs réunions ont eu lieu où le chef de l'État a dit: concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire pour contribuer au bonheur de ce peuple. Les questions électorales, pour quelles raisons alors on a dû travailler dur, faire des combats politiques que le président Patrice Talon sait toujours gagner, pour faire de nos élections des élections générales? C'est parce qu'on n'a pas envie que le peuple béninois soit tous les ans ou tous les 2 ans dans des questions politiques qui nous font perdre beaucoup de temps, qui empêchent l'essor économique de notre pays. On a dit que des Béninois aient envie de remplacer le président Patrice Talon, c'est salutaire, c'est noble. Mais étant de la mouvance, concentrons-nous sur la réalisation du programme d'action du gouvernement. En son temps, le débat se fera au niveau des instances habilitées de chaque parti politique et on verra qui va être candidat. Et malheureusement, malgré toutes ces mises au point, on constate que les gens continuent dans les situations. Donc, alors que, au vu des tests, ce qui se fait parallèlement en dehors des partis politiques là ne peut pas prospérer. Et nous observons, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas des de la derrière plus, qu'il y a même des gens qui sont avec la mouvance, qui titillent, qui encouragent le fait que l'opposition veut aller dans une relecture du code voté récemment. Et nous nous posons la question de savoir, mais quels sont les députés qui veulent faire la relecture? Puisque même si entre-temps on faisait la relecture, les députés qui ont voté là, c'est eux toujours qui vont voter. Donc c'est une peine perdue. Et lorsque nous voyons des gens persister dans cette voie, continuer toujours à le faire, on se pose la question de savoir, mais sur quoi est-ce que les gens comptent finalement? Car pour nous, au vu des tests, nous sommes des légalistes, nous sommes en démocratie, nous devons respecter les tests que nous nous sommes librement donnés. Et lorsque nous voyons que les gens vont au travers de ces tests, on se pose la question de savoir, mais sur quoi ils comptent finalement? Je vais vous poser la question tout à l'heure. Parce que c'est le temps d'antenne de M. Agbonfo. Il a du temps à je suis surpris de certaines déclarations. C'est-à-dire, je présente le tableau. Hein. On a organisé les réformes du système partisan et désormais, c'est les partis politiques. Mais alors, si c'est les partis politiques qui décident, le chef de l'État est président de parti politique. Il est président de quel parti politique? Le chef de l'État... Est-ce que le chef de l'État a dit qu'il est candidat? Non. En fait, d'abord, le chef d'État ne peut pas être candidat. Donc, du coup, la Constitution ne lui permet pas d'être candidat. Justement, au vu de tous ces éléments, le chef de l'État n'a pas dit au parti politique qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat. Et le comportement à avoir au sein des partis ne concerne pas le chef de l'État. Je tiens à le dire parce que si nous sommes dans une réforme de système partisan, les partis politiques ont leur organe de gestion, ont leur organe dirigeant. Et quand un membre du parti politique se comporte au travers des tests, d'abord des tests du parti politique, c'est au sein du parti politique qu'on gère. Ce n'est pas le chef de l'État qui dit, voilà, vous qui me soutenez, et le dit publiquement d'ailleurs, vous qui me soutenez, vous laissez d'abord la préparation des élections pour qu'on se concentre sur... Non. Parce que la majorité lui est acquise. Le travail des partis politiques est à part. Le travail du développement du peuple est confié à des gens qui sont payés. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on mélange. Parce que nous sommes arrivés dans un pays où... Je voudrais vous informer. Depuis, je dirais pratiquement depuis 2016, nous sommes rentrés dans une guerre politique où on élimine successivement tous les acteurs politiques. On les élimine. On les élimine politiquement. Quand je dis éliminer politiquement, c'est... Il faut le préciser. Hein, je précise. Quand on contraint quelqu'un à l'exil, c'est qu'on l'a éliminé politiquement. Son action politique sur le terrain est réduite. On a détruit la capacité financière des gens à pouvoir participer
au débat politique, à pouvoir participer comment dirais-je, aux échéances électorales. Bon, là, et là, non. Non, je ne vous coupe pas, je veux juste préciser que vu que vous n'avez pas donné des éléments de preuve en amont de ce que vous dites, je voudrais vous dire. Je ne pourrais pas vous aider à continuer dans cette lancée. Bon, ok. Donc, vous allez me permettre de faire ce constat. Non, vous avez votre temps d'antenne. Oui, c'est mon opinion, c'est mon opinion. Vous avez la preuve aujourd'hui que le président Adjavon a été condamné. Vous avez la preuve aujourd'hui que Réki Amadougou est reconnu par les organes des Nations Unies comme prisonnier politique. La justice en qui vous avez confiance, pour laquelle vous avez confiance, vous avez la preuve. Condamnés. Vous avez la preuve que le professeur Joël Aïvo est en prison et il y a plusieurs éléments qui montrent que nous donnons des coups alors que l'essentiel, nous devons nous réunir et laisser les énergies, libérer les énergies afin que les gens puissent librement participer au développement de ce pays. C'est ça le problème. Quand mon vis-à-vis disait qu'on a fait des réformes de système partisan, mais c'est un échec. C'est un échec. Je ne connais pas de pays dans lequel on dit on est dans un système de suffrage universel et après on dit non, voilà, les députés vont choisir des candidats à la présidentielle, c'est-à-dire vont parrainer les candidats à la présidentielle et la population, en fait les électeurs seront obligés de voter pour ces candidats-là. Au Sénégal, tout près, où il y a le parrainage, il y a le parrainage des élus et il y a le parrainage des citoyens. Donc celui qui n'a pas pu avoir le parrainage des élus peut avoir le parrainage des citoyens pour aller aux élections. Et les élus au Bénin, ce n'est pas seulement les députés. Même au niveau du conseil communal, il y a des élus. Mais on a dit, et les maires et les députés sont les seuls capables de parrainer les gens, de parrainer les candidats pour la présidentielle. Et vous dites que ces réformes sont des réformes, moi je dis ces réformes sont des éléphants blancs. On a dépensé des milliards du contribuable pour créer une situation dans laquelle nous allons nous retrouver avec des crises. Et heureusement que la crise a commencé à l'intérieur et proche, à la tête même, au sommet même du pouvoir. Et ça devrait normalement nous interpeller et nous amener à accélérer le processus qui va nous conduire autour d'une table de discussion, autour d'une table, excusez-moi beaucoup, pardonnez-moi, autour d'une table de négociation pour voir ce qui n'a pas marché et corriger les choses afin que la paix, la tranquillité y reviennent. Il y a trop de stress dans le pays avec ces lois qui ont été votées, comme vous le savez, la manière dont on vote maintenant les lois. D'accord? Sinon, quand on va me dire, on me dit, bon voilà, aujourd'hui, comment dirais, M. Olivier Bokor n'a pas la possibilité d'avoir de parrainage pour aller peut-être à la présidentielle. Moi, je souris. Je souris parce que, oui, nous, on a travaillé. Bon, ça, je parle de moi, je parle d'avant les réformes. On sait comment on a fait en 2016. On sait tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc, il faudrait qu'on revoie ce système comment dirais le nouveau code électoral doit être revu. On ne fait pas le débat du code électoral, monsieur Agbonfo. Non, c'est le débat que nous faisons qui a amené ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on dit, et c'est ce que mon vis-à-vis dit, il dit que dans le contexte où on est, et que le code électoral permet aux candidats d'aller librement aux élections et tout, que personne ne devrait se gêner. Non, je dis non. S'il y a des gens dans la mouvance qui veulent qu'on fasse la relecture de ce code électoral, il
faudrait qu'on s'unisse pour Quelqu'un rapidement l'a le dit dans la faire. mouvance. J'avoue que je n'ai pas suivi cette actualité. Quelqu'un l'a dit dans la mouvance. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Non, il dit qu'il est surpris qu'il y ait des gens de la mouvance qui veuillent qu'on fasse la relecture de ce code électoral. Et je dis, si les gens veulent le faire, c'est nous notre revendication aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec ce code électoral. Monsieur, ce que moi j'ai plutôt entendu, c'est j'ai entendu M. Sodjino dire qu'il est plutôt surpris que les gens continuent les suscitations de candidatures. Ma prochaine question elle est justement pour vous, M. Sijuni, mais ceux qui suscitaient les candidatures, c'est dans votre rang, dans votre camp. Oui, je reprécise, je crois qu'il m'a compris, mais il est en train de prendre ça sur un pan qui ne correspond pas vraiment à ce que j'ai dit. Lorsque des gens, au travers des tests, tous les jours développent leur projet de suscitation de candidature, étant de la mouvance, tout en sachant que les dispositions dans le code électoral ne permettent pas des entreprises solitaires. On est en droit de se demander sur quoi ils comptent. Donc, on doit être nécessairement regardant. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la tentative? Non, j'arrive. C'est possible. Moi, je ne sais pas. Ok. C'est bien possible. Vous avez parlé d'analyse tout le temps. Je vous dis, je vous fais aussi cette analyse. Mais de cela, je ne peux tirer aucune conclusion. On ne se substitue pas à la justice. Non, pas du tout. La justice fera son travail et nous suivons tous. Et je peux vous assurer d'avance que si la justice n'a pas des éléments aussi graves, il ne peut pas priver les acteurs que nous voyons là de leur liberté. C'est impossible. Ceci étant, j'espère que... Non, mais je crois que c'est mon temps de prise de parole. Ok, allez-y. Je crois qu'au moment où... S'il y a des incompréhensions, il peut vous relancer là-dessus. je crois qu'au moment où M. Agbofou disait que les politiciens sont à part et ceux qui font le travail de développement du pays sont à part, j'espère que les téléspectateurs ont bouché leurs oreilles. Parce que c'est pas bon que vous soyez acteur politique et que vous parlez comme ça. Nous faisons de la politique, nous faisons la politique pour contribuer au développement de ce pays. S'il n'y a pas cet intérêt dedans, l'Union progressiste, le renouveau, n'a aucun intérêt à faire la politique. Nous voulons améliorer le quotidien des Béninois. Alors, si c'est l'opposition qui pense que ceux qui font la politique sont à part et que ceux qui veulent faire le développement se trouvent à part, je crois que je prends le peuple à témoin, qui sache que ceux qui sont en train de vouloir les mélanger là, non, ils ont autre chose dans leur texte. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais laissez-moi parler. Allez-y. Ce que j'ai entendu, et la télé, c'est enregistré. J'aurai le temps de préciser. C'est enregistré, et vous allez voir que vous l'avez vraiment dit. Moi, je ne vais pas permettre que ce soit mon temps de prise de parole, qu'il y ait d'interférence. Qu'ils prennent la patience de m'écouter et de faire ce truc-là. Vous l'avez fait jusque-là, donc on va continuer. On va continuer, naturellement. Oui, bien sûr, puisque c'est du Bénin, il s'agit. Bien sûr. Et je dis, en réalité, l'opposition aussi doit contribuer, enrichir le débat. Je sais que NFN n'a pas, n'a pas de député à l'Assemblée nationale, mais tout au moins, là, l'opposition est ensemble, non? Ça veut dire que vous pouvez vous parler avec au moins les démocrates. Vous avez sorti une proposition, à mon sens, excellente. Une proposition excellente, en disant que le Sénégal, et d'ailleurs, avant de parler du Sénégal, vous avez commencé par dire déjà, je ne connais aucun pays au monde où il faut faire les parrainages avant d'aller. La télévision a de la mémoire. Quand vous allez jouer vous-même, vous allez entendre ce que vous avez dit. Vous avez commencé déjà par dire que vous ne connaissez aucun pays au monde où il faut passer par des sélections avant d'avoir des sélections, j'ai dit, avant d'avoir des candidats. Et que même au Sénégal où il y a le parrainage, j'ai tiqué. Parce que vous-même qui dites que vous ne connaissez aucun pays, en même temps vous avez commencé par citer un pays. Mais la proposition intéressante que j'ai entendue dedans, c'est qu'au Sénégal, il y a possibilité d'avoir deux formes de parrainage. Si je vous crois, et moi je ne connais pas les tests du Sénégal. D'abord, j'essaye de m'approprier les tests de mon pays, donc je n'ai pas encore le temps de voir ailleurs. Même si la politique française et américaine m'intéresse beaucoup. D'accord? Vous avez dit qu'on a la possibilité d'avoir le parrainage des élus, et aussi avoir la possibilité d'avoir le parrainage des citoyens. Si c'est vrai ce que vous avez dit, je n'en sais rien. Mais je trouve en cela une proposition intéressante qui pouvait enrichir le débat. Où? Ce n'est pas sur ce plateau, hein, monsieur. À l'Assemblée nationale. Pour permettre à ce que nous ayons
la possibilité d'avoir beaucoup plus de Béninois. Dans l'élan que nous nous sommes donnés là, il fallait voir le parrainage à 2 niveaux et se battre pour ça. Faites passer cela. Mais ce n'est pas fait. Nous avons déjà des tests pour aller aux élections. Pourquoi faire de l'amalgame? Au vu de ces tests, pourquoi? Monsieur Dino, moi je vous relance au vu de ces tests et de tous ces événements-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va vraiment éviter la suscitation de candidatures? Si vous êtes membre d'un parti politique, vous devez d'observer la discipline. À ce que je sache, aucun de ceux qui font les suscitations ne sont des responsables au premier niveau d'aucun parti politique. C'est des membres de partis politiques. Donc c'est déjà difficile d'accepter des événements de ce genre. Mais on l'accepte en se disant, nous sommes à l'apprentissage. Vous savez, quand je bondis simplement sur le plan économique, vous vous rendrez compte simplement qu'au Burkina Faso, tout près ici, les opérateurs économiques du Burkina Faso ont la possibilité de lever des capitaux que les Béninois ne peuvent pas lever, simplement parce que nous sommes toujours dans l'individualisme. Oui, M. Abofon serait heureux de voir FNM aller prendre sa part du gâteau, un autre parti politique aller prendre, où on avait vraiment... C'est comme si faire la politique est devenue une filière, est devenue quelque chose juste pour empêcher le pays de décoller, parce que ceux qui sont en haut, ceux qui s'appellent politiciens, profitent simplement. Nous avons fini avec ça. Que ça vous fasse mal, ou que ça vous... On a dépassé cette étape. D'accord. Alors, lorsque dans ce pays, nous observons ces agissements de suscitation, on se donne toute la patience nécessaire en se disant, nous avons commencé ce système, nous avons commencé ce nouveau système partisan il y a à peine, c'est de 2018, et nous sommes en 2024. Ça fait environ 6 ans. On doit avoir la patience d'essayer d'en parler, parce que par exemple, l'Union progressiste de Renouveau a fait quoi par exemple? A fait plusieurs tournées pour demander aux membres de la famille, parce qu'au sein de l'Union progressiste de Renouveau, nous sommes une famille, nous constituons une famille. Je suis de Havrancourt. Si demain je débarque à Natitengu, dans n'importe quel village de Natitengu, rassurez-vous, je me sentirai chez moi parce que nous avons de cellules dans tous les 5000 et quelques villages et quartiers de ville du Bénin. C'est ça ce que nous constituons. Donc, le parti est allé dans l'élan de rassemblement, de se renforcer, de ne pas laisser les questions d'intérêt individuel dépasser les questions majeures de notre pays. Alors donc, les questions de suscitation, en réalité, ne sont pas encouragées. Mais ce n'est pas interdit. Aucune loi n'interdit de faire de suscitation de candidature. Surtout que nous sommes encore très loin de 2026. D'accord. Il vaut mieux laisser les Béninois vaquer à des occupations. Au moment où on commence déjà par dire aux gens, ne pensez pas que la politique est un raccourci pour vous enrichir. Travaillez. Que le Béninois vraiment travaille et améliore sa compétence, fait éclore son talent, se concentre sur son avenir et les affaires publiques seront gérées par des gens qui seront contrôlés par ces citoyens. Monsieur Abofon, merci pour votre patience. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer M. Sodilou que c'est acté au Sénégal. Le parrainage n'est pas seulement le parrainage des élus. Vous pouvez aller, même ce soir, sur Internet et vous serez informés. Et c'est ça qui fait mal. Quand des députés sont payés pour voter des lois et qu'ils votent des lois, et quand on finit de lire, quand on reçoit des lois votées, on se demande, mais est-ce que ceux-là sont informés de ce qui se passe dans la sous-région? Qu'on nous dise que nous avons décidé au Bénin d'aller à un certain niveau dans la démocratie, au point de priver les gens de la possibilité d'aller au débat avec le candidat à qui ils vont confier leur destinée,
Ce Je n'est pas possible. Je ne veux pas vous couper, mais comme je vous l'ai dit finir. tout à l'heure, vous allez finir, mais je vous disais qu'on ne refait pas le débat du code Non, je électoral. vais revenir sur ça. Alors, La suscitation des candidatures. Oui, c'est ça la La question. suscitation des candidatures, vous savez, les partis politiques ne sont pas... Un parti politique n'est pas une secte. D'accord? Dans un parti politique, et je voudrais profiter pour répondre à mon vis-à-vis en lui disant, le rôle du parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. C'est vrai que nous sommes dans une situation où tout est mélangé, où le gouvernement est en même temps le chef c'est-à-dire se montre à être le gourou des partis de la mouvance et vice-versa. Non, le chef de l'État est pour et les partis de l'opposition et les partis de la mouvance, c'est le chef de l'État et non le chef de la mouvance. Vous voyez un peu. Maintenant, par rapport aux suscitations, notre parti, le parti La Nouvelle Force Nationale, je voudrais aussi répondre rapidement avant de venir, est aussi représenté sur l'ensemble du territoire national. Moi, quand je quitte Cotonou, moi, je suis de l'Atlantique, mais si je vais à Kandi, j'ai mes militants à Kandi. Il y a des gens chez qui je peux dormir et manger aussi. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a un parti qui est sur là. Non, on connaît la maison. On sait ce qui se passe. Voilà, par rapport aux situations de candidature. Vous savez, dans des partis où on organise les primaires, avant d'aller aux primaires, chaque candidat aux primaires prépare son terrain. D'accord? Si vous ne préparez pas votre terrain, quand on va ouvrir les primaires dans votre parti politique, quels sont les militants qui vont voter pour vous? Quel est le poids que vous apportez dans le parti politique? Et ça ne se fait pas la veille des élections. Les gens que vous mettez sur les listes, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que bon, on a pu verrouiller les choses au niveau de l'Assemblée nationale, on produit la liste des députés, on nomme des gens sur la liste et puis bon, on fait la campagne pour eux et puis bon, les gens vont à l'Assemblée. Non, normalement, avant d'aller sur une liste électorale, vous devez avoir une assise dans votre circonscription électorale. Vous devez être quelqu'un que la population, les citoyens de la circonscription électorale reconnaissent comme quelqu'un qui peut les défendre au Parlement. Mais il y a des gens qui sont surpris de voir certaines personnes comme députés de leur circonscription électorale, même si le mandat de député n'est pas impératif. Mais moi, je serais déçu qu'on me propose quelqu'un qui n'est jamais connu de moi, qui n'a rien fait dans ma circonscription électorale pour être député de ma circonscription électorale. Et c'est ce qui se passe. Donc, les gens sont libres. Ils sont libres de se préparer dans un pays démocratique pour pouvoir être éligibles aux primaires, si primaires il y en a au niveau de leur parti politique. On ne peut pas accepter que voilà, des gens se réunissent entre eux et puis à la fin disent bon, telle personne ne peut pas être candidat malgré sa popularité, telle autre personne ne peut pas être candidat parce qu'on ne veut pas de lui, alors que l'élection présidentielle est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit choisir par un parti politique qui va devenir président de la République. C'est quelqu'un qui veut devenir quelqu'un vraiment qui est proche de la population, qui est proche des préoccupations de la population. Mais cela dit, nous sommes heureux, il faut le dire, que ce problème du code électoral ait commencé par créer des crises au sommet même de l'État. Non, si vous faites allusion à l'affaire actuelle, personne n'a dit que c'est le code électoral. Il faudrait que ça nous fasse réfléchir. Je rappelle que personne, en tout cas la justice ne nous a pas dit que c'est le code électoral qui a créé cette situation. Quand même à éclaircir quelque chose parce que... Non. Si vous éclaircissez, je vais aussi éclaircir. Vous allez éclaircir. Non, bon, d'accord. Voilà. Mais on ne fait pas le débat pour que forcément... Parce qu'on fait le débat pour que
les Vous citoyens savez qui ce nous qu'on va regardent faire, là on est prêt, on joue déjà les Oui, prolongations mais il ne sur... va pas être le premier à prendre la parole sur le plateau et être le dernier à prendre la parole. non un plus. instant, je Voilà, vais donc j'ai droit resituer à les prendre choses. une dernière parole, Je s'il vous vous plaît. donne à vous 1 minute et à lui Ah non, là, ce 45 n'est minutes. pas Non, équilibré. non, allez. Moi. Mais j'accepte. Ce n'est pas Allez-y, équilibré parce qu'il allez-y. ne va pas prendre la parole en première position et prendre encore la parole en dernière position. Mais j'accepte. Il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Alors, il a bien dit que les partis politiques vont à la conquête du pouvoir central pour les essais. Il n'a pas dit les membres du parti politique font des assauts solitaires pour aller à la conquête. Il n'a pas dit ça. Mais pourtant, il tente de comparer les deux situations. C'est pas gentil. Parce que c'est pas la même chose. Mais au sein des Les partis... suscitations, mais moi, je ne sais pas pourquoi M. Agbofoun n'arrive pas à se tenir. Non, Allez-y, Non, allez-y, voilà. allez-y. Alors, parce que quand il parle, je ne parle pas. vous avez raison. Merci. Les suscitations de candidature où on dit tel président du Bénin, nous travaillons pour que tel soit président du Bénin. Si les gens disaient nous mobilisions notre base au sein de notre parti pour que, au moment où on va faire la désignation de candidats au sein du parti, pour que celui que nous portons soit celui qui sera le candidat du parti, ce serait, à mon sens, et ce que je dis n'engage que moi, ce serait, à mon sens, acceptable. Et pour finir, lorsque vous êtes de la mouvance, de la majorité présidentielle, vous devez montrer que vous êtes loyal, respectueux des tests. Quand il y a des instances habilitées dans notre parti politique qui s'occupent des questions de candidature, et ce n'est pas la première fois, on veut avoir un candidat, ou bien vous ne pensez pas qu'on a eu un candidat en 2021? Pourquoi c'est pour 2026 qui devient une nouvelle chose? Non, l'Union progressiste, le renouveau, a eu de candidats en 2021. Pourquoi nous n'avons pas eu tous ces agissements-là? J'invite le peuple béninois à faire confiance aux gouvernants. Les gouvernants actuels ne font pas du folklore. Et vous savez pourquoi j'aime beaucoup le président Patrice Talon. Il n'est pas dans du folklore et il ne fait pas de l'hypocrisie. Il te dit ce qu'il pense et à toi maintenant de choisir. Franchement, Monsieur le Président de la République, je vous salue, je vous soutiens. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Sodino. Je rappelle que vous êtes membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Oui. Monsieur Bonfond. Oui, je voudrais... C'est votre conclusion. Je voudrais demander au peuple béninois de ne pas se laisser avoir. Au sein des partis politiques, j'ai bien dit au sein des partis politiques, des gens qui se sentent candidats à un poste doivent travailler. Ils doivent se battre pour que, si jamais il y a primaire, qu'ils puissent passer. C'est vrai que c'est le parti politique qui va à la conquête du pouvoir, mais quand il s'agit des élections, que ce soit au niveau des communes, au niveau du Parlement ou à la présidentielle, les hommes doivent pouvoir se démarquer de la masse et pouvoir proposer leur candidature à leur parti politique. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le duel de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. On va se retrouver après le bulletin pour le débrief de cette journée. On se dit donc à tout à l'heure. Et n'oubliez pas que nous vous avons proposé ce duel depuis le studio François-Xavier en Limousin. Et nous sommes disponibles sur l'ensemble de nos plateformes, des plateformes numériques, notre site internet E-Télé Bénin, notre chaîne du même nom. Et vous pouvez nous regarder un peu plus facilement via notre application E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.